Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. 1915-2015, commémoration du centenaire d'un génocide, celui du peuple arménien résidant dans l'Empire ottoman. Combien furent-ils à mourir dans ces massacres? L'historien Raymond Kevorkian parle de 1 500 000 individus tués. Vous êtes aujourd'hui l'invité de France 24. Qui sont ces Arméniens avant leur massacre? Eh bien, il s'agit d'une population qui vit dans son terroir historique, dans les provinces orientales de l'Empire ottoman, dans 6 provinces précisément, et qui ont un passé ancré dans l'Empire, qui depuis le début du XVIe siècle y vivent. La majorité vit en monde rural, mais au fil du temps, la capitale a attiré beaucoup d'Arméniens. À la veille de la Première Guerre, il y en a 160 000 qui vivent dans la capitale, à Constantinople, qui est une capitale de 800 000 personnes, donc qui ont un poids assez considérable. Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Comprendre le génocide des Arméniens », entre autres, parce que vous êtes un des experts de cette question. Donc, vous avez forcément observé comment est-ce qu'on était arrivé à détester à un moment donné cette communauté pour voir l'évolution depuis le XVIe siècle jusqu'à cette rupture colossale en 1915. En 1915, oui, exactement. Est-ce qu'il y a eu des prémices ? Bien sûr qu'il y a des prémices. Il y a un phénomène de stigmatisation lent, mais qui est en fait accompagné d'une politique de l'État central, d'abord du sultan, et ensuite de son opposition qui va prendre le pouvoir en 1908, ce qu'on appelle le Comité Union et Progrès, donc les jeunes Turcs. Les jeunes Turcs. Ce phénomène, c'est avant tout une volonté au départ de réduire la présence démographique des Arméniens en Asie mineure, qui constitue une sorte de dernier carré, et en tout cas c'est perçu comme tel par les élites ottomanes, un dernier carré qu'il faut réserver aux Turcs, c'est vraiment le mot qui convient, et on va rentrer dans une logique d'homogénéisation ethnique de l'Asie mineure. Et on va passer d'un modèle d'empire multi-ethnique à un modèle d'État-nation turc, vraiment une importation européenne, qui inclut en lui-même la notion d'exclusion. Et on va exclure tous les groupes qui ne peuvent pas entrer dans ce projet de construction d'un État-nation turc. Donc le poids démographique des Arméniens, ça a été en fait leur faiblesse ? Leur faiblesse majeure, surtout, c'est d'être relégués dans un statut de groupe dominé, au même titre que les Grecs de l'Empire, et de ne pas avoir accès aux fonctions politiques et militaires. Ça, c'est propre au statut des empires de terre d'islam. Est-ce que dans ce qui s'est passé en 1915, vous commenciez à le souligner, on est finalement sur quelque chose qui dépend de la fin de l'Empire ottoman, ou est-ce qu'on est sur un geste qui est propre en fait à la naissance de la Turquie? Il est indéniable que l'extermination des Arméniens a été l'acte fondateur de la Turquie républicaine, ça va de soi. Mais la réalité objective, c'est que la guerre, la condition évidente pour passer à l'acte, c'est la guerre qui se déclenche. Et il y a une volonté précisément du régime jeune turc d'entrer dans la guerre pour pouvoir mener à son terme un projet d'homogénéisation. C'est-à-dire que les Arméniens sont considérés comme des boucs émissaires ? Oui, en tout cas, on va les présenter comme tels, on va les stigmatiser, on va les présenter comme des traîtres et on va les présenter comme des étrangers, comme des microbes. C'est le terme qu'on emploie, dont il faut se débarrasser. Donc c'est-à-dire qu'avant le génocide, on fait déjà une sorte d'influence pour donner une image extrêmement négative de ceux que l'on va assassiner par la suite? Oui, ça prend la forme, par exemple, de boycott des commerces ou des entreprises arméniennes ou grecques, et ça va s'accentuer, bien entendu, au cours de la guerre, avec des actes extrêmement concrets, l'exclusion de tous les fonctionnaires de leurs fonctions. Qu'est-ce qui se passe exactement lors de ce génocide? On utilise bien ce terme-là, ça veut dire que les exactions sont gravissimes, elles relèvent de la barbarie. Qu'est-ce qui s'est passé clairement?
Eh bien, on commence d'abord par s'occuper des conscrits arméniens, car depuis 1911, une loi rendait obligatoire le service militaire pour les populations non musulmanes. Donc, on va s'occuper des conscrits en les désarmant et en les exterminant par groupe de 100 à 150 au cours des mois de janvier et février 1915. L'étape suivante, c'est l'arrestation, la neutralisation des élites arméniennes, non seulement dans la capitale, mais également dans les provinces, dans toutes les préfectures de province. On va éliminer les députés, les sénateurs, les avocats, les proviseurs de lycée, les journalistes, les intellectuels en général. Et c'est vraiment l'étape majeure. On va également, et c'est le même jour, le 24 avril 1915, un décret du ministre de l'Intérieur ordonne donc des fouilles des maisons pour y trouver des armes. Officiellement, on ne parle pas d'Arméniens. Dans les faits, ce sont les maisons arméniennes qui vont être fouillées et ça va permettre en fait aux autorités d'arrêter les autres hommes adultes et à la fin du mois d'avril et pendant tout le mois de mai, on va arrêter les non-conscrits qui étaient encore restés dans les régions et les éliminer dans la périphérie immédiate des lieux d'arrestation. Vous parlez des hommes, là. Qu'en est-il des femmes? Qu'en est-il des enfants? Eh bien, les femmes et les enfants, après avoir accompli ces phases du génocide, on va, à partir de juin, et en 3 mois, juin, juillet, août 1915, procéder à leur déportation en 306 convois, et ça touche environ 1 040 000 personnes qui vont être déplacées vers les régions sud et vers les déserts de Syrie et de Mésopotamie. Qu'on comprenne bien, ce sont des massacres, ce sont des actes de barbarie. On est vraiment, effectivement, dans la pensée d'un génocide. Pour vous donner une indication, c'est 1 040 000 personnes. Il y en a à peine 20 à 30% selon les régions où ils habitent qui vont parvenir dans les camps de concentration qui sont installés à partir d'octobre 1915. Plus précisément sur la ligne de l'Euphrate, donc en plein désert syrien, jusqu'au cœur du désert syrien, et qui vont y survivre quelques mois avec des morts naturelles. Il y a forcément des faits, puisque vous racontez ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a autant de mal à prouver qu'il s'agit d'un génocide quand on est historien ? La preuve est faite depuis un certain temps. Depuis une vingtaine d'années, la recherche historique a fait de grands progrès et dans les cercles universitaires, on ne se pose plus la question. Nous n'avons pas cerné tous les problèmes, bien entendu. On continue à travailler, mais le fait génocidaire est un fait acquis. En dehors de quelques exceptions aux États-Unis, dans des universités privées qui sont probablement financées par des crédits d'État turcs, on ne se pose plus la question. Pourquoi la Turquie, aujourd'hui, refuse de parler de génocide? Elle choisit le terme de massacre. Alors, la Turquie officielle, l'État turc, effectivement, a gardé une posture extrêmement stable, si on peut dire, depuis des décennies, depuis les années 60, et nie le génocide en argumentant toutes sortes de choses, et en reprenant en fait le discours qui était déjà proposé à l'époque de traîtres arméniens qu'il a fallu punir. À leurs yeux, c'est une juste punition qui a été infligée à une population civile pendant une guerre. Ça, c'est l'État turc, oui. La société turque. Alors, dans la société turque, il y a depuis une bonne dizaine d'années, et même un peu plus pour certains, des gens extrêmement courageux qui se sont engagés dans un processus pour que la société civile prenne conscience que cette république s'est bâtie sur ce meurtre. Il y a des progrès en milieu universitaire, dans les réseaux des droits de l'homme. Il y a une raison essentielle et qui ne concerne pas les Arméniens, mais qui concerne la société turque elle-même. Ces intellectuels sont conscients
que la Turquie ne sortira pas de cette sorte de schizophrénie qui l'habite, qu'elle n'échappera pas à cette politique qu'elle mène contre les groupes n'entrant pas dans sa logique interne. Et je veux parler là notamment de la question kurde, même des populations alévis qui sont malmenées car considérés encore comme des étrangers chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut faire la paix avec soi-même, encore faut-il reconnaître, comme tant d'autres l'ont fait, on pense par exemple aux Allemands, le génocide que l'on a et les actes que l'on a commis. Il me semble que cette frange de la société civile qui travaille dans ce sens est consciente que la Turquie va se démocratiser et accéder à un niveau de liberté publique le jour où elle aura assumé son histoire. Le pape François vient de reconnaître le génocide. C'est une aide aujourd'hui? Écoutez, je pense que c'est un acte extrêmement fort. Le pape François est sorti des logiques diplomatiques, ménageant l'État turc, en fait, pour exprimer les choses avec les mots qui conviennent. Dernière question, il y a quand même plein de pays qui manquent de courage. Il y a seulement 22 pays qui utilisent le terme de génocide en parlant du génocide des Arméniens. Les États-Unis ne le font pas, Israël ne le fait pas. Pourquoi ? Bon, essentiellement pour des raisons géopolitiques. Je crois que c'est le terme qui convient. La Turquie a un rôle important dans la région. Pour Israël, qui a connu ce qui s'est passé. Bien évidemment, il y a quelques milieux là-bas qui dénoncent ce manque de courage, mais c'est dû essentiellement au fait qu'il y a des accords stratégiques entre Israël et la Turquie qu'on ne veut pas remettre en cause. Raymond Kevorkian, merci beaucoup de nous avoir expliqué le génocide des Arméniens, comprendre le génocide des Arméniens. Bonne suite de programme sur France 24.